Ben, la sorcellerie des Blancs. Oui, monsieur. Vraiment la sorcellerie des Blancs. Voilà. Ça veut dire qu'on peut continuer à faire l'école comme ça. Si on a les moyens de le faire en réalité. Oui. Mais monsieur, c'est pas quand même pareil. S'ils pouvaient couvrir tout le pays, ça allait être magnifique. Si on pouvait même réduire le frais, ça veut dire qu'on se connecte, on a une connexion Gabon Télécom à la maison à 2000 le mois, c'est parti. Vous pensez que la vie, c'est le À lait? chacun son chiffre d'affaires. Ah, mais on fait comment? La vie, c'est pas le lait. Ok, mademoiselle Bouanga, Anaël, des questions? D'abord pour le cours, ensuite les travaux. Par rapport au cours, je trouve que le Polycope est mieux expliqué et on peut facilement comprendre. Et s'agissant du devoir, Néoline a répondu à ma question que j'avais concernant le devoir de recherche. D'accord. Donc, je suis trop sûr que vous avez lu mon cours et vous savez déjà c'est quoi une convention bilatérale et une convention multilatérale, j'espère. Monsieur, c'est devant, mais c'est sous mes yeux le cours. Vous avez le cours avec vous, hein? Oui, monsieur. La convention multilatérale, c'est quel type de convention, par exemple? On dit que c'est une convention entre plusieurs pays. Une convention bilatérale, c'est une convention entre deux pays. Oui, et puis là, mademoiselle Anaël, pour vous, qu'est-ce qu'est une convention bilatérale dans le domaine fiscal? Même si on peut l'utiliser en droit général. Expliquez-moi en tant que citoyen, lorsqu'il y a une convention bilatérale, ça se passe comment? Expliquez un peu en langage des humains. À mon avis, c'est une convention établie entre deux pays, deux États. Oui, c'est entre deux États qui a pour but. N'oubliez pas l'objet, hein, c'est important. Le but. Pardon? Monsieur, enfin, dans le Polycope, on parle de la loi de domestique. La loi de domestique, sur la loi de domestique, j'aimerais savoir quoi ça fait allusion. Bon, les juristes sont là. Vous allez nous aider à utiliser les mots ou bien les termes juridiques appropriés. Mais on va quand même utiliser des mots qui sont communs de mortels. Une loi, normalement les lois sont des textes d'origine domestique. Parce que la loi, elle est nationale. Voilà. C'est seulement qu'un abus de langage. Pourquoi? Pour cela qu'on dit que loi domestique. Non. La loi, elle n'est pas, je ne pense pas, si sauf erreur de ma part, elle n'est jamais internationale. Voilà. Tous les textes juridiques qui encadrent, soit quelle que soit l'activité ou bien une norme qui a été mise en place sur le plan national est d'origine domestique ou locale ou nationale. Mais bilatéral et multilatéral ne s'inscrivent pas dans cette logique-là. Bilatéral, ça veut dire qu'il y a le national qui contracte un traité ou une convention avec un autre pays, n'est-ce pas? Monsieur. Là, lorsqu'il y a deux États en jeu, c'est bi, deux. Lorsqu'il y a plus de deux pays en jeu, ça devient multi. Oui, monsieur. D'accord. Steph, c'est qui? Mambiongo. Oui, voilà. Non, faut, monsieur. Il faut tourner voilà, comme ça, on voit le visage. Bonne arrivée, jeune homme. Le nouveau, bonsoir. Bonsoir, Stéphane. Monsieur, on ne voit pas tout le monde.
Tu veux voir tout le monde? C'est moi qui regarde tout le monde. Si tu veux regarder tout le monde, tu organises la visioconférence, tu nous invites. Là, tu vas D'accord, apercevoir monsieur. tout le monde. Je vais vous envoyer la vidéo de notre rencontre tout à l'heure. J'enregistre ça en direct. Ah, voilà pourquoi c'est enregistrement en cours. Mais nous, on ne peut pas enregistrer. Ah, je Comment pense ça, Leslie, comment tu ne... Pourtant, moi, je vois tout le monde, Leslie. Pourquoi toi, tu n'arrives pas à voir? Moi, je suis sur Il le est sur le téléphone, donc je ne téléphone. vois qu'elle que est sur les un trois. téléphone, l'écran est petit, ça ne Je peut ne pas. vois que les trois. Voilà. Ah, d'accord, ok. Oui, monsieur Stéphane, vous nous écoutez? Vous n'êtes pas trompé, vous vous êtes pas Il trompé. n'a Après, pas activé le son. mais Peut-être. je vois son micro ouvert ici. Ah bon. Monsieur Stéphane, est-ce que vraiment votre kit est opérationnel? Parce que tout le monde, il y a le micro est opérationnel pour tout le monde. Alors, on va y arriver, jeune homme. Diminue le volume. Dis aux ceux qui font le boulot de se libérer un peu. Vous écoutez? Bon, là, c'est le réseau. C'est trop fort. Là, Ça va bouger les tympans. ça crache. Soit vous sortez de là où vous êtes pour faciliter la réception. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Des questions. Mais en tout cas, j'en ai plein. Moi, j'ai le cours en face. Donc, je peux vous poser toutes les questions si vous avez lu mon cours. Bon, dites-moi quand même, le Gabon a signé des conventions fiscales avec combien de pays déjà? On va bien. Ok, merci. Là, tu marches. Oh, c'est qui ça? Privé. C'est Avila, monsieur. Là, le Gabon a signé la convention, une convention fiscale. Donnez-moi un pays que vous connaissez, en dehors des États de la CEMAC. Monsieur, La France. Monsieur Stéphane, ça passe chez vous? Vous écoutez? Oui, je vous écoute. Ah, très bien, là, ça passe très C'est bien. peut-être mon micro. Oui. Ah, ça passe. Ah, d'accord. OK. monsieur, il y a la France et la Belgique. La France et la Belgique. Monsieur, Oui? non, la France, oui. Oui, la France, le Et Belgique. puis la Belgique. avec les... Oui. Vous pouvez compléter d'autres pays. Hein? Puis là, on dit Nanga. Parce que je n'ai pas entendu la question. Vous pouvez au moins nous dire. Moi, j'avais dit la France. Non? Stéphane, je reviens vers toi tout à l'heure, on dit Nanga. Stéphane, la question est celle de savoir quels sont les pays qui ont signé une convention fiscale avec le Gabon. En dehors des pays de la CEMAC. Des pays de la CEMAC. Je pense que la France et la Belgique, hein, comme elle a dit tout à l'heure. Oh, mais ce n'est pas suffisant. C'est déjà dit qu'il y a d'autres pays. Peut-être la Chine aussi? Non, la Chine pas encore. Ah, d'accord. En Afrique, il y a un pays important pour le Gabon, vous le connaissez tous. Un pays Le Cameroun. La Côte d'Ivoire. Le Maroc. Le Maroc. Ah, le Maroc, oui, sûrement. Ça doit être le Maroc. Voilà. L'intérêt des conventions, il fallait que l'enjeu économique est là pour qu'on signe la convention. S'il n'y a aucun commerce, il n'y a aucune activité commerciale entre les États, ça ne sert à rien de signer une convention. Il faut qu'il y ait d'abord intensité d'échange. Ça permet tout simplement d'organiser ou d'encadrer l'activité, de mettre au moins des dispositions fiscales à minima qui permettent à la zone de pouvoir évoluer pour éviter que l'impôt tue l'activité. C'est ça l'objet. Ça ne sert à rien de signer des conventions par-ci, par-là, alors qu'on ne fait pas de commerce avec ces États. On signe avec la Belgique. Si on essaie de voir la balance commerciale entre le Gabon et la Belgique, si on enlève la Belgique en dehors de l'Union européenne, ça ne veut rien dire, seulement que les véhicules ou bien les trucs de seconde main là qui arrivent chez nous tout le temps. Sauf, en tout cas, ma connaissance, c'est ce que je connais, l'importation des véhicules de seconde main, les appareils électroménagers de seconde main, c'est tout ce qui vient de la Belgique.
Mais sur l'économie réelle en tant que telle, de production et autres, je ne sais pas si le Gabon vend une partie de manganèse ou bien de bois à la Belgique, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un, sur les revues économiques gabonais, est-ce que la Belgique, c'est un partenaire prioritaire au même titre que la France pour le Gabon? Qui a une idée? J'ai une idée de quoi? De l'importance des échanges économiques entre le Gabon et la Belgique. Est-ce que vous connaissez une entreprise belge qui est au Gabon? Comme on voit Total, on voit les autres. Hein? Non, à ma connaissance, non. Moi non plus. Donc, ça ne sert à rien. Dans le cadre de l'Union européenne, oui, on peut comprendre, mais aller signer une convention fiscale avec un pays auquel on n'a aucun échange, ça n'a pas d'intérêt. Sur le plan fiscal, c'est pas intéressant. Non, je savais pas. Ok, des questions. Bon, comment ça se passe les positions? Donc, en réalité, monsieur, je voulais savoir, ou bien je vais être rassurée. En fait, ils ont créé l'accord ou encore la convention, c'est juste pour éviter qu'il y ait la double imposition. Double imposition. Supposons C'est l'objectif même de la création des conventions. Oui, l'objet principal des conventions, c'est d'éviter que le revenu d'une entreprise soit taxé 2 fois ou bien plus de 2 fois dans les États où elle exploite. Parce que sur le plan comptable, la consolidation des comptes se fait au niveau du siège de l'entreprise. Les impôts qui sont payés à l'extérieur, prenons le cas de Total, le siège de Total, c'est en France. Ça veut dire que la comptabilité est consolidée ou bien agrégée au niveau de France. Donc, les impôts payés par Total Gabon, Total Angola, Total Mali, etc., constituent des impôts déductibles au niveau de la France. Donc, du coup, mais si pour que ça soit déductible, il fallait que la France signe une convention avec soit le Gabon, avec l'Angola, etc. Si on n'a pas, l'impôt payé, par exemple, au Gabon par Total n'est pas déductible au niveau de la France. C'est tout simplement ça, ce sont les principes généraux, mais il y a beaucoup d'aspects sur le transfert de bénéfices, sur les opérations un peu complexes, souvent qui échappent à l'administration fiscale, qui normalement les conventions doivent préciser pour éviter des problèmes. Monsieur, je veux savoir. Oui, allez-y. Pour les firmes multinationales. Bon, les firmes généralement sont des multinationales. Si Ok. On prend par exemple un exemple bête comme ça, l'exemple de Shell par exemple. D'accord. Shell est installé au Gabon et doit payer les impôts au Gabon parce qu'ils exploitent ici, enfin ils sont ici, ils doivent payer au Gabon. Donc concrètement en fait, Shell paye déjà ses impôts en France, je pense, et doit aussi les payer au Gabon. Donc je pense que c'est pour éviter que, quand on parle de double imposition, je pense que c'est pour éviter qu'il soit comment dire, qu'on puisse prélever des impôts imposés 2 fois et au Gabon et qui paye il paye 2 fois les impôts en fait. Que ça soit au Gabon, que ça soit en Grande-Bretagne. C'est une entreprise britannique. Ah d'accord. Bon, je vais quand même revenir. Vous avez fini ou je bien voulais savoir oui, je voulais savoir un peu concrètement en fait ce que ça donnait, concrètement ce que ça voulait dire en fait, la double imposition, de manière un peu plus simple. D'accord. Je vais commencer par les personnes physiques, des individus comme nous. Supposons que, bon, prenons le cas de l'ambassade britannique qui est ici au Gabon et l'ambassade gabonaise qui est en Grande-Bretagne. S'il est prévu une convention entre le Gabon et la Grande-Bretagne et que les personnes physiques d'origine gabonaise et britannique qui travaillent dans ces 2 États ne doivent pas payer l'impôt et que c'est prévu par la convention, dans ce cas, les revenus tirés de ces particuliers-là sont exonérés de tout impôt sur le revenu des personnes physiques.
Supposons que la convention entre le Gabon et la Grande-Bretagne exonère les citoyens britanniques de l'imposition du salaire à l'IRPP. Donc, la même chose devait s'appliquer aussi à tous les Gabonais qui s'installent en Grande-Bretagne, qui ont leur seul intérêt en Grande-Bretagne. Ça évite que, parce que ici, le revenu n'est pas imposé localement, mais lorsque vous faites, par exemple, vous avez un compte bancaire ici au Gabon, ce revenu-là peut subir l'IR20, par exemple. Vous êtes travailleur immigré en Grande-Bretagne, mais vous avez un compte au Gabon. Lorsque vous transférez votre argent ici, il y a un impôt l'IR20 qui agit tout le temps là-dessus, du fait que vous n'êtes pas sur le territoire gabonais. Donc, dans le cas des particuliers, généralement, les conventions exonèrent ces individus que leurs revenus soient imposés individuellement. Mais dans le cas des entreprises, ce n'est pas la même chose. Les multinationales fonctionnent de sorte que dans tous les pays où il y a les filiales, chaque filiale essaie de concevoir sa comptabilité, d'établir ses états financiers indépendamment. S'il vous plaît, vous sortez tous d'abord. Excusez-moi, les enfants. Voilà, donc je reviens sur le principe des entreprises. Lorsque une entreprise, une multinationale par exemple, s'installe dans des États prenants de ces multinationales qui sont partout dans le monde, chaque filiale dans le monde doit avoir sa comptabilité propre à elle. En fin d'exercice, la comptabilité est envoyée au niveau du siège. S'il s'agit de Shell, le siège de Shell, je pense que c'est à Londres parce que c'est une entreprise britannique. Soit ce sont les Australiens ou bien les Britanniques entre les deux, ou bien Américains comme ça. Mais ce qui est trop sûr, c'est en Grande-Bretagne. Une fois que toutes les comptabilités de chaque filiale de Shell dans le monde est reçue au niveau du siège, on va voir que dans les états financiers de ces filiales, chaque entreprise a déjà payé ses impôts. Le fait qu'il y ait une convention entre le Gabon et la Grande-Bretagne n'exonère pas les entreprises comme Shell de payer l'impôt. Mais l'impôt prélevé au Gabon va être traité différemment au niveau du siège en Grande-Bretagne. Au moment de la consolidation, on va voir que notre filiale qui est par exemple au Gabon a payé 10 millions d'impôts sur les sociétés. Ces 10 millions viennent automatiquement au niveau du siège comme étant un impôt déductible, une charge à déduire. Alors que sur le plan comptable, l'impôt sur les sociétés n'est pas une charge à déduire. Ça fait partie de leur activité ordinaire. Mais du fait de la convention, pour éviter que le bénéfice qui a été déjà imposé au Gabon et qui est transféré en Grande-Bretagne ne soit encore imposé à l'IF en Grande-Bretagne, il fallait que l'impôt payé au Gabon soit déductible au niveau de Grande-Bretagne. Et là, ça évite l'imposition des bénéfices réalisés au Gabon. C'est un mécanisme comptable, mais qui est vraiment logique. Alors, s'il n'y a pas une convention, les impôts payés au Gabon ne seront pas déductibles en Grande-Bretagne. Ça devient une charge pour l'entreprise, c'est tout. Donc, du coup, le même bénéfice réalisé en Grande-Bretagne est imposé. Le même bénéfice réalisé par Shell est imposé au Gabon et en Grande-Bretagne lorsqu'on va agréger les comptes. Il y a double imposition ici. Mais lorsqu'un impôt payé à l'extérieur devient un impôt déductible dans le pays d'origine de l'entreprise, dans ce cas, il fallait que la convention le prévoie et au moment de la consolidation, vous le déduisez. Mais ça va beaucoup plus loin. Là, c'est pour l'impôt sur les sociétés. Ça peut être soit l'impôt sur les dividendes, qui est l'IR20. On peut exonérer, par exemple, les actionnaires britanniques de tout impôt sur les dividendes au Gabon, si la convention le prévoit. Lorsque vous recevez un dividende de 10 millions, il n'y a pas l'IR20 dedans. On vous donne les 10 millions nets. Alors s'il n'y a pas de convention, les 10 millions seront TTC, on va enlever 20% d'IR20. Donc, ça regroupe une multitude d'impôts aussi. Mais les conventions, d'une manière générale, ne traitent pas de toutes les impositions. Mais sinon, les États seront perdants. On va voir les impôts les plus importants où les taux d'imposition ne sont pas beaucoup plus importants ou bien élevés. C'est là qu'on va dire qu'on va signer une convention pour faciliter à nos entreprises de pouvoir exercer normalement en dépit des charges qu'elles ont. Je ne sais pas si vous m'avez un peu compris. Mais ceux qui ont fait un peu de la comptabilité peuvent comprendre le principe de la consolidation et voir l'impact de non-imposition des bénéfices qui sont transférés au niveau du siège. D'autres questions?
Jamil, il faut aller prendre doudou. Regarde, il sort là, les véhicules qui passent. Ferme la porte. Bon, s'il n'y a pas de questions, moi, en tout cas, je vais vous en poser. Pour voir si vous avez quand même lu mon cours. Mais vous avez retenu quand même les aspects importants du cours. On va revenir un peu sur la fraude et l'évasion fiscale. Bon, les gens parlent de paradis fiscal, mais c'est quoi l'évasion? La question est ouverte à tout le monde. Celui qui a la réponse peut déjà avoir la parole. On parle de l'évasion dans quel contexte? Monsieur, lorsqu'on veut soustraire, on va dire quoi? Lorsque l'on veut soustraire ses biens à l'imposition. Oui, lorsqu'on veut soustraire un revenu à une imposition et d'une manière frauduleuse toujours, ça devient de l'évasion. Parce que l'évasion, en réalité, elle n'est pas illégale. C'est à peu près de l'optimisation fiscale qu'on le fait en contournant les dispositions juridiques fiscales. On essaie de contourner la loi fiscale pour payer moins d'impôts ou bien d'échapper notre revenu à un impôt quelconque. Mais tout c'est une Monsieur, habilité. vous dites qu'elle n'est pas illégale. En réalité, Oui, l'évasion c'est n'est différent pas de la illégale. fraude. L'évasion n'est pas illégale. C'est tout simplement une habilité fiscale des contribuables. Mais l'excès peut conduire à la fraude fiscale. L'excès de la pratique de l'évasion peut éventuellement être assimilé à la fraude. Monsieur, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un dol fiscal? Oui, c'est à peu près du dol. C'est vraiment sur le terme juridique que vous utilisez, surtout pour le dol, la manière de tromper les gens. Ce qu'on appelle l'habilité, parce qu'on ne veut pas utiliser le mot tromper en fiscalité. Lorsque vous voyez l'habilité fiscale d'un contribuable, c'est cette capacité à pouvoir échapper à son revenu à un impôt, par exemple, de faire échapper à son revenu à un impôt. Mais l'habilité se fait toujours par le fait que la loi est là, mais on trouve des artifices pour au moins contourner la loi, sans pouvoir soit la violer. C'est différent complètement de la fraude. Oui, maintenant la fraude, c'est quoi? Les juristes, j'espère que vous êtes là. Vous nous donnez avec des bonnes définitions que le droit a prévu. Avila, donne-nous le corriger. Mais qui est juriste chez nous là? Anaël Banga. Monsieur. Tu as vu les juristes? On te est dit bloqué fiscalité et droit. définition de la Tu dis fraude juriste. Monsieur, est-ce qu'on peut dire que la fraude fiscale, c'est un détournement? En fait, c'est le fait de ne pas, on appelle comment, déclarer. Et enfin, je ne sais pas comment il faut dire ça. Le fait de ne pas déclarer, c'est bien. Et après, en fait, on ne prélève pas. On ne prélève pas. Voilà, ça veut dire qu'on éviter de déclarer, c'est bien pour éviter l'impôt. En connaissance de cause, j'espère, parce que lorsque vous connaissez que votre revenu va être taxé et que vous utilisez des artifices pour les soustraire d'une manière frauduleuse, et si vous allez à l'encontre de la loi, et lorsqu'on va à l'encontre de la loi et que cette loi est une loi fiscale, ça devient de la fraude fiscale. Donc, c'est une violation délibérée de la loi fiscale. Ici, il n'y a pas d'artifice. L'artifice, c'est une habilité. Ça veut dire que ce sont des techniques que vous utilisez sur le plan légal pour que votre revenu ne soit pas imposé. Mais la fraude, c'est que, supposons que vous êtes salarié et vous savez qu'au Gabon, l'IRPP est imposable sur tout revenu. Mais vous essayez quand même de dissimuler votre revenu dans les primes pour ne pas être imposé. Ça peut être assimilé à la fraude.
c'est pas de l'optimisation, mais néanmoins, ben, lorsque l'acte est délibéré sur le plan fiscal, l'acte devient un acte de mauvaise foi. Et en termes de mauvaise foi, comme on dit en droit, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, on qualifie automatiquement l'acte de fraude et Oui. peut subir à peu près toutes les sanctions qui sont les plus dures en matière fiscale lorsque la fraude est avérée. C'est différent des petites pénalités qu'on impose aux contribuables du fait de ne pas déclarer la totalité des revenus ou bien de déclarer en retard un revenu, etc. La fraude, généralement, c'est pensé et c'est organisé. Et l'ampleur aussi, il faut tenir compte de l'ampleur. Vous n'allez pas frauder l'impôt sur un revenu de 100 000. Là, c'est que même si les gens veulent des termes fraude, moi, je ne peux pas accepter un revenu de 100 000 lorsque vous l'évitez à l'impôt. Moi, je ne parle pas ça de la fraude. Mais lorsque vous organisez à peu près une fuite de revenus à hauteur des milliards dont le but de ne pas être taxé, ben, là, c'est de la fraude. Oui, d'autres questions? Si on n'a pas, j'espère qu'on a parcouru à peu près hein, les grands chapitres. Oui, Noéline? Oh, monsieur. Ah, ok, vas-y. Vas-y. Je voulais poser une question. Allez-y. Sachant qu'au Gabon, il est très rare que le citoyen gabonais, les immeubles, les loyers, tout ça, comme une fraude fiscale. Bon, là, la fraude ne peut pas être considérée parce que pour qu'un contribuable soit taxé de fraudeur, il fallait que l'administration fiscale fasse en amont un travail de sécurisation d'abord. Combien d'immeubles sont immatriculés et reconnus par l'administration fiscale au Gabon? Ça, le gros souci. Même les agents des impôts, même les responsables et au cas de l'administration fiscale louent des maisons à 500 000, à 800 000, mais d'une manière de gré à gré. Tout en sachant que la TSI n'est pas prélevée et que le bailleur ne paie pas la contribution foncière des propriétés bâties. Du fait que cet impôt n'a pas été aussi mis en œuvre, normalement, Gabon, même si la loi prévoit que l'immeuble soit déclaré ou pas, lorsque l'administration se rend compte que le bien appartient à un individu et que ce bien sert une activité à titre commercial, l'impôt sur l'immeuble ou bien généralement les propriétés bâties sont obligatoires. Donc, pour le cas du Gabon, on ne peut pas les taxer de fraudeurs parce que l'administration fiscale aussi ne fait pas l'effort de pouvoir recenser tous les bailleurs, de mettre en place une cartographie, de les identifier avant de les imposer. Mais quand même, indirectement, les entreprises qui louent, par exemple, qui signent un contrat bail avec un bailleur, sont obligées de retenir la source de la TSI par l'intermédiaire des entreprises. L'administration fiscale, quand même, arrive à imposer certains bailleurs, mais pas tous. Oui, puis là. Sûrement, mais qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? La situation actuelle n'est pas un moyen pour l'État, n'est pas un moyen pour l'État pour recouvrer en fait la TSI. Parce qu'il se trouve qu'on a invité en fait tous les bailleurs à aller s'enregistrer. Les bailleurs et locataires d'y aller. Voilà. Du coup, ils sont en train d'aller droit dans le piège Bon, c'est un moyen aussi de recouvrer en fait la TSI parce que vous vous rendez compte, monsieur Omar, pour un trimestre, 15% de près de 4000 personnes qui se sont enregistrées jusqu'à présent, c'est énorme. Et ça, monsieur, je pense que ça, c'est un effort que l'État a fait comme ça, là, je veux dire, quelque chose qu'ils n'ont jamais réussi à faire jusqu'à présent. Ils l'ont fait en quelques temps comme ça parce que les gens avaient besoin d'argent, mais là, en fait, ils vont se retrouver dos à mur. Et là, c'est un bon moyen, en fait, pour l'État de pouvoir régulariser la situation en établissant une liste. Maintenant qu'ils savent, ils savent qu'il y a tel qui ont des maisons en location et d'autres non. Donc, oui, beaucoup ont vu les mesures par rapport au virus chinois. Ils ont pensé que les 250 000 qu'on va nous donner, c'est que tu viens à la caisse et que tu expliques que tu es locataire et que même quelqu'un peut témoigner. Non,
c'est une aubaine pour l'administration fiscale d'identifier déjà les potentiels bailleurs et les potentiels locataires qui ne paient jamais ni la TSI ni la contribution foncière de propriété. Qu'est-ce que l'État fait? C'est qu'on vous donne 250 000 pendant 3 mois et on va vous imposer indéfiniment à la TSI et à la CFPB. C'est ce que les gens ne voient pas. Aïe. On vous attire à cause de 750 000 pour qu'on vous impose définitivement à des impôts sur les propriétés. Donc, du coup, ceux qui se sont pressés d'aller déclarer leur loyer du fait que j'ai une maison que j'ai mis en location, ils n'arrivent pas à payer et que vous devez me rembourser 750 000 par individu, on peut vous donner, mais cette fois-ci, vous allez payer la TSI. La TSI et la CFPB. Même si le bien n'est pas occupé pour un moment donné, la TSI avec le temps peut être exonérée, mais la contribution foncière de propriété bâtie est obligatoire. CFPB, non. Voilà, c'est obligatoire. Que le bien soit occupé ou pas, ben, la CFPB est obligatoire. Et c'est un bon moment aussi pour l'administration. Tel que le site est conçu, les questions qui sont faites, j'ai vu que vraiment, ben, il y a d'autres personnes qui m'ont appelé pour dire que c'est une bonne idée de faire. Je dis, ben, si vous vous considérez comme étant citoyen, faites-le pour votre pays. Mais si vous voulez aller parce que vous voulez récupérer 750 000 sur 3 mois, assurez-vous que vous serez imposé définitivement à ces 2 impôts-là que vous n'avez jamais payés. Donc, soyez patriotes, allez-y et prenez les 750 000 et demain, vous aurez des AMR qui vont venir parce que la personne pense qu'une fois qu'on se déclare, c'est terminé. Il va rester un jour, on l'appelle au téléphone, monsieur Ibwanga, oui, voilà, ben, vous avez votre AMR au niveau des impôts, venez chercher parce que vous avez déclaré Il faut venir pendant la crise du Covid, c'est là que les gens vont chercher. Vous avez déclaré les 8 loyers. Voilà. Les 8 loyers. Donc, du coup, quand vous c'est chaud. On vous dit la CFPB, c'est 5% de la valeur locative annuelle. Vous avez 8 loyers de 250 000. Ça veut dire que 250 000 fois 8 fois 12 et fois 15%. Aïe. Imaginez ce que la personne va payer. Mais c'est une grosse recette, en tout cas, pour l'État. Pour l'État, pour le moment, quand même, c'est une aubaine pour identifier tous les bailleurs et les locataires en sacrifiant d'un côté une petite somme qui ne vaut rien, qui ne valent rien en réalité. Voilà, qui va être... payer une assiette fiscale qui va générer l'impôt plus tard. Ça, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Ça, c'est une piège que beaucoup vont tomber dedans. Même s'ils ont parlé de l'ISL de la patente, réduction de 50%. Tu trouves que c'est payé depuis février. Je trouve que c'est une bonne chose. Mais sauf qu'après, monsieur, mais quand ils vont se rendre compte de ça, les bailleurs, par exemple, quand ils vont se rendre compte de ça, ils vont augmenter les loyers. Les loyers. Et maintenant, ce sont les locataires qui vont... oui, ce que... Qui vont je pense que ce sera maintenant réglementé, en fait. Parce que les bailleurs vont... Si en réalité, c'est juste... ça va être réglementé. La DGC, c'est en réalité, c'est juste... des loyers. Sauf que les gens ne l'appliquent pas. Parce que la DGC aussi ne fait pas acte de puissance publique. Ça veut dire que de venir avec la puissance de l'État, leur dire, si vous mettez votre bien en location, voici le loyer minimum. Voilà. C'est que ce contrôle ne le fait pas. C'est ça le gros souci. Donc, ce qui est trop sûr, les impôts vont être répercutés sur les loyers. Et c'est dommage. Pour les particuliers, surtout qui louent. Pour les entreprises, ce n'est pas grave. La charge augmente, on va les déduire. Mais pour un particulier, c'est le pouvoir d'achat qui baisse. Supposons que l'impôt pour lui, c'est 40 000, il vous augmente le loyer de 40 000. Ça veut dire que c'est votre état du mois qui est parti. Voilà. C'était un peu ça. Donc, ben, soyez patriotes. L'impôt, on ne le paie jamais par gaieté de corps. Mais un impôt sans État, un État sans impôt n'existe pas. Voilà, donc... Monsieur, moi, je déclarez-vous ne paye bien. rien. Quand j'ai conçu, ils m'ont rien donné. Je ne paye rien. Je ne déclare rien même. Dans ce cas, ça veut dire que vous êtes contre la gratuité des loyers pour les Gabonais, entre parenthèses, économiquement faibles. Mais La gratuité, c'est une fraude fiscale, là. Non, c'est juste la mauvaise volonté et ne pas vouloir payer. C'est Voilà. un acte de mauvaise foi. C'est pas une fraude fiscale. Un acte de mauvaise foi. Parce que l'État aussi ne fait pas les
Ils ont profité de la situation pour que les gens viennent vers eux. Si la situation ne se présentait pas, les gens ne peuvent pas se débarquer au ministère de l'économie pour dire qu'on va remplir la fiche. Ils n'auront jamais cette occasion. C'est ça. Ah ouais, c'est vrai. Ça tombait bien, en fait. Encore le Covid ne fait pas que des mauvaises choses. Ils vont récupérer tout ce qu'ils nous ont donné. Ça veut dire que certaines personnes vont payer le courant qu'on a utilisé gratuitement, l'eau qu'on a utilisée gratuitement. Voilà. Oui. Bon, on a presque 1 minute. J'espère qu'on a fait tout le tour. Vous avez à peu près 2 jours pour soumettre les travaux. Vous le faites directement sur la plateforme. Comme ça, moi, je reçois. Si vous ne le faites pas sur la plateforme, c'est un peu compliqué que je reçois par mail parce que le mail est lié à la plateforme. Ce n'est pas mon mail privé. Donc, vous mettez sur la plateforme, je reçois. Et puis, les notes aussi, je vais vous les envoyer. Chacun aura sa note. Une fois que vous ouvrez, par exemple, votre compte, sur la fiscalité internationale, vous allez voir un relevé qui va partir pour votre note uniquement. Ben, merci d'être là. Prenons rendez-vous la semaine prochaine. La connexion gratuite, ça ne dépend pas. Merci à vous, M. Omar. Ça, merci. La connexion gratuite ne dépend pas d'AUM. Pardonnez, c'est Airtel qui nous a fait la faveur, mais ils ne sont pas prêts pour le faire pour l'instant. Donc, on va être patient de les rappeler tout le temps jusqu'à ce que nos sites soient complètement désactivés et mis hors ligne pour que tout le monde se connecte sans connexion Internet. Ok. Bonne soirée à vous, bon week-end qui s'annonce, bonne fête de travail pour tout le monde. Merci, monsieur. Merci. Bonne soirée. Ok, au revoir. Bye bye.